Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 9 juillet 2026. On s'intéresse ce soir aux résultats de fin d'année scolaire. Apprenants des écoles, lycées et collèges ont raccroché cette année sur des notes et résultats diversement partagés. Essentiellement de bons résultats pour les candidats admissibles qui se frottent les mains depuis le verdict des jurys respectifs. Hier mercredi, les futurs bacheliers ont été fixés sur leur sort avec un taux de réussite de 66,78% au plan national, un taux en baisse par rapport à celui de l'année dernière où on parlait de 73,2% d'admissibilité. Les raisons de cette chute varient d'un observateur à un autre. On va donc écouter les confrères à cet effet dans nos discussions de ce soir. On est en plateau avec Hugues Vinibé. Hugues Vinibé, bonsoir. Bonsoir Wahab. Allez, vous êtes en face de Aziz Adam Souley. Aziz Adam Souley, bonsoir. Bonsoir à vous Wahab, bonsoir à tous. Alors, vous suivez un peu l'actualité. On se propose, comme je l'ai dit, de faire un zoom sur les résultats de fin d'année scolaire. On a les résultats de CEP, BPC et baccalauréat. Quand vous jetez un coup d'œil sur les statistiques, les résultats obtenus, vous en pensez quoi? Globalement, on peut dire qu'il y a un chemin qui a été fait comparativement aux autres années. Un chemin dans la mesure où on peut quand même se bomber le torse au regard, sinon à la lumière des réformes, les réformes engagées sous le magistère Talon qui ont commencé par porter les fruits. Et on a pu remarquer en tout cas un taux, on va dire, d'admissibilité à un niveau quand même assez raisonnable, si on peut le dire ainsi, comparé, on va dire, à d'autres pays de la sous-région. Alors, revenons à votre question, parlant de ces résultats qui ont démarré depuis 2 semaines jusqu'à la proclamation des résultats du baccalauréat hier, avec ce taux d'admissibilité que vous avez justement rappelé. On est en droit quand même de faire un bilan. Un bilan d'abord tant au niveau des parents, tant au niveau des enseignants, et tant également au niveau des acteurs du monde éducatif. Voir un peu, partant d'abord de cette comparaison-là, notamment celle de l'année dernière où on était à pratiquement à près de plus de 70% de taux d'admissibilité. C'est vrai que le score, sinon l'écart n'est pas aussi loin, mais il y a matière à se poser des questions. Faire le bilan, savoir est-ce que la courbe qui a baissé, est-ce au niveau des apprenants qui n'ont peut-être pas pu bien assimiler les situations d'apprentissage? Est-ce qu'au niveau des enseignants aussi? On va se questionner sur tous ces différents aspects. Alors, Hugues Vignobé, peut-on se satisfaire des résultats obtenus cette année pour les différents examens? Je suis tenté de répondre oui. Parce que nous sommes dans une dynamique engagée par le régime précédent, le régime du président Patrice Talon, qui est totalement orienté vers l'excellence scolaire. Vous avez pu noter que depuis un certain nombre d'années, les taux de réussite que nous avons au niveau des examens scolaires sont nettement au-dessus des 50%. C'est ça. C'est nettement au-dessus des 50%. Et comme Aziz a eu à le souligner tout à l'heure, c'est le résultat d'un certain nombre d'actions, de réformes audacieuses mises en place par le régime précédent. Et donc, je pense qu'on peut se satisfaire de cette taux de réussite. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le fait que au niveau du baccalauréat et du BEPC, nous avons noté un certain recul. Un recul de plus de 10 points au niveau du BPC et au niveau du baccalauréat, un recul de plus de 6 points. On se demande, comme Aziz, quels sont les motifs de cette situation, quels sont les motifs, quelles sont les raisons. D'accord. Quand vous vous interrogez, quelles réponses vous trouvez? Je vais écouter Aziz tout à l'heure, mais je préfère poursuivre avec vous. Quelles sont les réponses que vous trouvez? Qu'est-ce qui a motivé ou justifié, je dirais, ces différents résultats, pour ne pas dire cette courbe qui a été en baisse par rapport à l'année dernière? Alors, vous m'amenez à conjecturer, puisque de ma position, je ne pourrais vous servir des réponses fiables. Néanmoins, on peut dire que c'est possible que les régressions notées au niveau du BEPC et du baccalauréat soient justifiées par un problème d'assimilation au niveau des apprenants, par un manque d'investissement aussi des parents, parce qu'il y a le suivi des parents qu'il ne faut pas négliger. Quand on parle d'éducation des enfants, il faut que les parents puissent être derrière les apprenants pour les suivre, pour voir comment les choses se déroulent à l'école, afin de leur apporter l'énergie qu'il faut, afin de leur apporter le soutien qu'il faut pour que à la fin de l'année,
on puisse avoir des résultats positifs. D'accord. Donc, il y a le relâchement au niveau des parents, peut-être, oui. et le relâchement au niveau des apprenants. D'accord. Alors, des paramètres qui sont non négligeables. Hugues cite, je dirais, cette forme de relâchement au niveau des parents, quelques soucis d'assimilation, peut-être au niveau des apprenants et eux-mêmes. Parce que oui, il y a matière à s'interroger. Quand l'année dernière, on a atteint un niveau, plutôt que de maintenir le niveau, n'est-ce pas, on baisse alors qu'on cherche plutôt à aller en avant. Est-ce que vous avez la même lecture que Hugues Vinibé? Bien sûr, je partage la même opinion par rapport à celle de Hugues. Et justement, je le disais à l'entame de mes propos, c'est l'occasion de nous questionner pour voir un peu ce qui n'a pas fonctionné. Comme je le disais en amont, est-ce que c'est au niveau du système éducatif lui-même qui a un problème? Mais là, je pense que de ce que nous avons pu voir de façon graduelle, depuis peu, vous savez qu'au 229, il n'y a plus de mouvement de grève pour qu'on dise, par exemple, que c'est ce qui a entraîné ci ou ça. On sait que l'année s'est régulièrement, disons, achevée, a commencé, s'est bien déroulée et il n'y a pas eu, en tout cas, de quoi en la matière. Allons peut-être au niveau des enseignants, cette fois-ci pour voir, est-ce que les unités d'apprentissage ou les situations d'apprentissage, je crois bien c'est ça, les situations d'apprentissage ont été exécutées à temps. Est-ce qu'au niveau des inspecteurs pédagogiques, il y a eu également, on va dire, ce contrôle-là qui se faisait par le passé? Et pour finir aussi, questionnons-nous aussi également de notre regard d'analyse sur le véritable niveau de nos apprenants. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous disons, au-delà de tout ce que les apprenants apportent en termes, disons, d'accompagnement, en termes de formation, est-ce qu'il y a cette prise de conscience-là au sein de ces apprenants eux-mêmes? Ne perdez pas de vue un aspect aujourd'hui qui envahit tout le monde, même la grand-maman qui est à Piamilougou, je ne sais pas, quelque part dans la Liborie. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec aussi ont pris le dessus. Est-ce qu'à un certain moment, les apprenants n'ont-ils pas peut-être fait priorité à toutes ces possibilités-là aujourd'hui, pensant que, du jour au lendemain, on n'a plus le temps peut-être de bûcher et aujourd'hui, parce qu'on a un smartphone, on peut rapidement taper sur les moteurs de recherche que vous et moi nous savions et que on a la réponse et on attend peut-être à quelques mois ou quelques jours de l'examen pour commencer par réviser. Autant d'interrogations, mais au-delà de ce cap-là qui est maintenu, il faut pouvoir en tout cas un peu s'offusquer. Je suis sûr que le directeur de l'Office du bac que nous avons suivi tout à l'heure, Alphonse Da Silva, quelqu'un que nous savons depuis plusieurs décennies qui est justement à cette position, qui fait quand même un travail Maoso, ne serait pas fier de sa position, non pas parce qu'il va entrer dans le cerveau de ses apprenants là pour faire de la magie, mais en termes de résultats. L'année dernière, quand il y a ça monte en crescendo et puis ça décroît, il y a matière à se poser des questions comme je le dis, mais il faut aller au fond et pourquoi pas, on peut aussi faire une assise pour voir réellement où se trouve le problème. Ça devient très intéressant. À la racine. Alors Hugues Vinibé, tout à l'heure, vous vous êtes posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une forme de relâchement au niveau des apprenants, pour ne pas dire un problème d'assimilation au niveau des apprenants, le relâchement peut-être au niveau des parents, mais il y a que ces résultats devraient également un peu interpeller, je dirais, les enseignants eux-mêmes, comment nous avons encadré nos apprenants pour qu'à la fin nous ayons ces résultats où l'année dernière on était beaucoup plus, je dirais, contents, on s'applaudissait des résultats, mais qu'aujourd'hui on a de réussite, d'accord, mais que le taux est plus ou moins faible par rapport à l'année dernière. Est-ce que les enseignants eux-mêmes ne devraient pas se remettre un peu en cause ou en tout cas se poser mille et une questions? Oui, absolument. Quand on parle de difficultés d'assimilation des apprenants, forcément, cela est d'une manière ou d'une autre imputable aux enseignants. Parce que c'est à l'enseignant d'apporter le savoir à l'apprenant, de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'apprenant puisse capter ce savoir. Donc, forcément, les enseignants peuvent être pointés du doigt en ce qui concerne ce problème d'assimilation des élèves. Bien que, il faut le souligner, il y a une certaine évolution en ce qui concerne l'encadrement des élèves au niveau de nos établissements. Depuis 2016, de 2016 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement afin de renforcer, afin de fournir au système éducatif beaucoup plus de ressources humaines en termes d'enseignants pour que les apprenants puissent être
bien encadré au niveau des établissements. Donc, c'est difficile de dire qu'en dépit de ces efforts qui sont faits par le gouvernement, notamment à travers le système des AME, qui aujourd'hui sont des milliers et qui bénéficient de conditions de travail substantiellement améliorées. Donc, c'est difficile de dire qu'avec ce dispositif, tout ce mécanisme qui est mis en place, les enseignants n'arrivent pas à permettre aux apprenants d'assimiler les notions qu'ils leur enseignent. D'accord. Dans un cas comme dans l'autre, on ne fait pas de procès à qui ce soit. On est en train de faire... Bien sûr, ici, c'est pas un tribunal. Voilà, on est en train de faire des analyses. Il y a, nous disait Adam Souley, qui relevait un aspect au niveau des apprenants, Hugues Vinibé. On parle, par exemple, des réseaux sociaux qui existent, n'est-ce pas, où les apprenants, plutôt que de se concentrer sur leur cahier, sur les études et autres, passent pratiquement la nuit entière à scroller les TikTok et autres, les Facebook, bref, tous ces différents réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à impacter leur rendement? Oui, je pense bien. Je pense bien. Et c'est un phénomène qui est ambiant aujourd'hui. Il y a beaucoup de foyers dans lesquels les enfants disposent d'un smartphone. Et il n'y a pas derrière le suivi qu'il faut. Et pendant que les parents sont en train de se reposer, l'enfant est devant son écran. Il scrolle les publications, les vidéos sur Facebook, TikTok, etc. C'est forcément des comportements qui empêchent les enfants de consacrer le temps nécessaire à leur leçon. En dehors de ça, ça a forcément un effet sur leur concentration. Cela les empêche de se reposer comme il le faut. Et donc, je trouve que nécessairement, ce comportement a un effet sur leur rendement à l'école. Si enseignants se posent la question et s'interrogent sur comment nous en sommes arrivés là, il n'y a que les parents aussi devraient se dire, mais quand même, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est notre part de responsabilité? Quel suivi apportons-nous, je dirais, à nos enfants? Parce que de plus en plus, papa, maman, n'est-ce pas, sont tous, je dirais, engagés dans la quête de la pitance, dans la quête du quotidien, de ce que la maison doit manger, au point que, bon, il y a peut-être certains paramètres qu'on ne prend pas en compte et les enfants bénéficient de ce relâchement pour ne pas trop s'accrocher à leur cahier. Vous voyez les choses de la même manière? Je vois exactement les choses telles que vous les décrivez parce que je le disais tout à l'heure, la responsabilité est partagée et ce taux d'admissibilité que nous avions engrangé hier par cette annonce-là du directeur de l'Office du bac, les responsabilités sont engagées. On a parlé tout à l'heure des enseignants, on a parlé aussi au niveau, comment on appelle, supérieur des acteurs du système éducatif. Maintenant, quand nous redescendons, je pense même que c'est là le moteur, à mon humble avis. Le moteur parce que le tout part d'abord de l'éducation que nous apportons à nos enfants. Et écoutez, moi j'ai l'habitude de dire quelque chose, bon, je dirais que heureusement que je n'ai jamais été enseignant parce que je me dis, connaissant ma rigueur, il me serait difficile vraiment parce que quand vous... C'est pour ça qu'on parle justement de pédagogie, je préfère m'en arrêter là. Alors, pour revenir au sujet, je pense que oui, on peut le dire un peu, il y a eu un petit relâchement au niveau de certains parents, pas tous, parce qu'il y en a quand même qui, au-delà de leurs multiples préoccupations, occupations quotidiennes, qui font quand même l'effort, une fois rentrés, d'être au contact, échanger avec leurs apprenants. Et là, je voudrais revenir un peu au niveau des apprenants candidats à l'examen du BPC. Au niveau des candidats de l'examen du baccalauréat, oui, on peut dire que, bon, voilà, il y a déjà la maturité qui est là. On sait désormais qu'on est à un pas justement du monde universitaire. Mais à côté de ça aussi, il y a un suivi. Et ce suivi-là, je pense quand même que ça fait partie de l'un des facteurs qui a manqué pour que nous en arrivions là. Maintenant, au-delà de ça, je pense quand même que on peut s'interroger aussi sur le travail psychologique. Toujours, il est vrai que le psychopédagogue, qu'un parent ne peut, disons, s'offrir à titre personnel, mais il y a aussi que le parent, à un certain moment, peut devenir le psychopédagogue. Le psychopédagogue, en communiquant avec son enfant, je me pose véritablement de questions. Est-ce qu'entre-temps aussi, pour certains candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu, est-ce que certains parents ne se sont peut-être pas fait duper? Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons, vous avez évoqué tout à l'heure ce même sujet-là que nous avons évoqué, les réseaux sociaux, les téléphones portables. J'en connais qui, parlant par exemple des candidats du BPC, à une certaine heure, l'usage du téléphone portable est interdit. Et on sait qu'il y a... Donc, en un mot, je veux parler d'organisation, le suivi. Il y a une certaine heure où le candidat doit pouvoir se reposer.
échanger aussi avec le candidat, le mettre en confiance pour lui faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fin en soi. Oui, c'est vrai que les résultats au niveau du CEP, n'est-ce pas, n'ont pas les mêmes colorations, n'est-ce pas, au niveau du BPC et du baccalauréat. Mais quelle lecture vous en faites par rapport aux autres années? C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais on peut tout de même reconnaître que pour cette année, n'est-ce pas, 2026, on a enregistré un taux d'admissibilité vraiment raisonnable qui côtoie les 90%, 90, et quelques. 90%, effectivement. Il faut noter qu'il y a une légère amélioration. D'accord. Puisque l'année passée, c'était 89,80 et quelques. Donc environ 90%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90%. Donc il y a une amélioration qu'il faut saluer. Ce que j'aimerais souligner, c'est que cette dynamique, en réalité, ce n'est pas cette année que ça a commencé. C'est ça. Vous voyez, depuis quelques années, les taux de réussite au niveau du CEP sont nettement au-delà des 80%. C'est ça. Donc, nous sommes dans une continuité. C'est ça. Et c'est le lieu de saluer les réformes mises en place par le gouvernement, les dispositions qui sont prises depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. On peut noter, par exemple, les cantines scolaires, j'allais dire, qui permettent aujourd'hui de maintenir les enfants à l'école, de leur offrir un repas chaud chaque jour. Et c'est plus d'1 million d'enfants qui aujourd'hui bénéficient de ce programme de cantine scolaire. D'accord. Donc je pense que nous sommes dans la continuité d'une dynamique qui a commencé depuis quelques années au niveau du CEP. Oui, CEP, oui, ça devient intéressant, même si certains se posent la question de savoir, mais le CEP, ça sert à quoi? Est-ce que c'est un examen qu'on doit continuer à organiser? Est-ce qu'il ne faut pas trouver une formule pour vraiment se passer de cet examen? Pour ceux-là, et parmi eux, en tout cas ceux qui ont cette lecture, il y a des enseignants, il y a des psychopédagogues, il y a également des anciens conseillers pédagogiques qui finissent aujourd'hui par se poser la question de savoir à quoi sert le CEP. Est-ce que vous vous posez cette même question? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que vous et moi et le confrère en face, ça a été la première porte d'entrée pour que nous accédions, disons, à d'autres grades en termes de diplôme. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ces personnes. C'est leur avis, nous les respectons, mais je pense que ça doit pouvoir continuer parce que je pense que bon, écoutez, si le CEP est suspendu, c'est quoi? Le candidat ou la jeune fille qui quitte la classe de CM2 grimpe pour aller directement en 6e avec une composition, c'est ça? Non, je pense que on peut peut-être repenser autrement la chose. Ça, ce n'est qu'une proposition. On peut repenser la chose, mais en améliorant déjà l'existant. L'existant, c'est quoi? Vous avez rappelé tout à l'heure le taux d'admissibilité. C'est un score, je dirais même fleuve, pas un score soviétique, mais c'est quand même un taux d'admissibilité qui nous prouve déjà que le gros travail se fait au niveau primaire. Il y a ces enseignants-là qui façonnent l'avenir, le devenir, disons, de ces jeunes apprenants-là pour, disons, passer à une autre étape. Alors, si déjà au niveau de la base, le socle n'est déjà pas solide, il sera difficile d'accéder, comme on appelle, à une autre étape. Mais balayer du revers de la main, je ne serais pas d'accord. Dans l'amélioration, ce que moi je pourrais peut-être dire, c'est de voir peut-être ces matières-là qui pour eux peut-être sont en griffe inutiles ou qui ne servent plus à grand-chose aujourd'hui parce que n'oubliez pas le système des nouveaux programmes d'études, il y a certains paramètres qui ont été améliorés, même si tout n'est pas forcément rose. Il y a le Conseil, par exemple, national de l'éducation. Je pense que c'est un dossier, par exemple, le CNE. Le CNE, par exemple, peut se charger de ce dossier-là, si ça tient à cœur, justement, à ces responsables-là, pour ensemble voir, mais bon, le faire disparaître, je ne fais pas partie, en tout cas, de ceux-là qui parlent de ça. Hugues Vigny, souvent au lendemain, je dirais, des résultats et autres, chaque parent a sa façon, je dirais, d'agir, de se comporter face à la nature du résultat apporté par l'enfant, selon qu'il y a de réussite ou d'échec. Ou d'échec. De votre position, je dirais, d'observateur de la vie publique, comment un parent doit se comporter face à un enfant à qui, par exemple, pour l'examen de fin d'année, les résultats ne sont pas agréables? Le parent doit être un soutien pour l'enfant. Le parent doit faire comprendre à son enfant que l'échec n'est pas synonyme de fin du monde. D'accord. Et que forcément, il aura l'occasion d'essayer après. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Le parent doit trouver les mots qu'il faut pour l'encourager, pour le consoler, pour lui faire comprendre que
d'abord lui-même, il n'est pas découragé. Le D'accord. parent en question. Parce que si le parent affiche un visage qui dénote un découragement, Oui. une tristesse, Oui. cela ne pourra pas permettre à l'enfant de comprendre le message. D'accord. Donc le parent doit donner l'exemple en montrant à l'enfant qu'il n'est pas déçu, Oui. qu'il garde l'espoir Oui. qu'à l'avenir, ça va marcher. D'accord. Donc il doit amener l'enfant à comprendre que ce n'est pas la fin du monde, Oui. il aura d'autres chances de décrocher son diplôme. D'accord. Oui, Aziz, il y a de ces parents, vraiment, quand tu viens avec un résultat non agréable, vraiment faire tout, même pour ne pas le croiser dans le couloir de la maison. En tout cas, bref, on sent que l'atmosphère devient un peu insoutenable. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode? Est-ce que ce genre de comportement où, bon, on fait passer l'enfant à tabac, on le suspend, je dirais, de tout plaisir ou de tout loisir et autres. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution? Je pense que nous, acteurs des médias, nous faisons déjà le job qu'est le nôtre, justement en invitant, j'ai pu suivre courant cette semaine par exemple, un psychopédagogue qui, en termes d'accompagnement psychologique, est intervenu sur vos antennes dans les différentes éditions du journal. Ça, ce n'est que ces psychopédagogues-là peuvent faire pour accompagner après la victoire, et après la réussite ou même après l'échec. Je pense que ces parents qui se confondent disons à cette réalité qui affiche, on va dire comme ça, cette posture. Oui, dans l'absolu, on peut bien comprendre parce que un enfant, c'est quand même de l'investissement pendant 9 années et que bon, on vous apporte 9 mois, on vous apporte ce résultat-là. Ce n'est pas, bon, à la vérité, encourageant. Mais il vous revient en fait de créer ce pont-là entre votre garçon ou votre... en tout cas entre le candidat et vous, pour que cette confiance-là ne soit pas désertée. Tenez, je vous conte rapidement une petite anecdote de quelques minutes où il y a ce candidat-là à l'examen du BPC, il y a de cela 5 ans, j'étais encore en fonction dans le Haut-Nord, là-bas, dans l'Alibori, où c'était l'époque justement de la proclamation des résultats dans les radios et autres, où fortuitement, je faisais partie de ceux-là qui lisaient le nom de ces candidats-là. Et qui, c'est une scène qui m'est restée gravée en réalité. Quand son nom a été sauté, vous imaginez, il a attendu à la fin, quand l'équipe, en tout cas de la radio, est descendue, pour demander pourquoi son nom a été sauté, et qu'il dit que, en vernaculaire, il dit je suis mort, c'est qu'aujourd'hui je ne rentre pas. Donc imaginez un peu l'effet psychologique déjà que ça crée. Il se fait une idée de ce qu'il attend à la maison. Et il soutient même qu'il ne va pas rentrer. Il faut qu'un journaliste de la radio puisse l'accompagner pour qu'il puisse aller, disons, s'expliquer pourquoi cet échec-là. Donc vous voyez un peu sur à quoi ça rime parfois. Et ça, ce n'est qu'un cas isolé. Quand vous regardez, il y en a de ces candidats-là qui, comme ça, d'abord, forcément, il y a cette perte de confiance-là automatiquement. Est-ce que il faut, disons, au-delà de tout ce qui est dit, est-ce qu'il faut réussir à, disons, élever le niveau? Ça revient également aux parents. Lui dit, bon, tu as échoué, oui, mais tu es un gagnant. Ce n'est qu'une victoire qui est payée. Ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Absolument, mais c'est ceux qui revoient un peu leur position et pour, bon, voilà, pour affronter les grandes victoires. Il y a de ces parents qui estiment que vraiment pendant 9 mois, ils ont tellement investi sur l'enfant, les coûts de scolarité, les déplacements, n'est-ce pas, pour l'enfant, son habit. Bref, ils ont une certaine rage lorsqu'il y a d'échecs. Est-ce que vous pensez que vraiment il faut un savant dosage après avoir passé l'enfant à une correction qu'il faut pour l'amener à prendre la mesure de la situation? Il faut maintenant passer, n'est-ce pas, à la sensibilisation, la moralisation et autres. Qu'est-ce qui doit précéder selon vous? Ou en tout cas, comment procéder concrètement? Comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'un enfant qui échoue à son examen a beaucoup plus besoin de soutien. D'accord. Du coup, le bastonnage, j'allais dire, a proscrit, c'est à proscrit. C'est vrai que c'est un investissement qui a été fait sur les 9 mois. Et on sait ce que ça coûte aux parents aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Donc, ce n'est pas facile de mettre les moyens pendant tout ce temps et qu'à l'arrivée, on ne récolte pas ce qu'on attend de récolter. Donc, il y a forcément cette déception, ce goût amer au niveau des parents. Mais je pense que
les parents doivent savoir raison garder. Oui. Est-ce que c'est Comme, si facile? Scolarité, c'est tel nombre de 1000, les fournitures scolaires, c'est si, je me suis privé de ça. Et donc, bref, il y a de ces parents c'est pas une raison voilà, mais également est-ce que gendarmes, vous pensez que ça peut passer aussi facilement? Je l'ai dit, ça laisse forcément un goût amer. Ça laisse forcément un goût amer. Mais il faut regarder vers l'avenir. Il faut regarder vers l'avenir, prendre de la hauteur, essayer de garder raison. Essayer d'amener l'enfant à comprendre que dans la vie, il y a les échecs. Il y a aussi le succès. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ceux qui réussissent aujourd'hui, ceux qui réussissent dans la vie, ne sont pas ceux-là qui n'ont jamais échoué. C'est généralement des personnes qui ont connu beaucoup d'échecs et qui ont su trouver les ressources nécessaires pour se relever chaque fois. Donc, je pense qu'il faut faire ce travail psychologique au niveau des enfants, en dépit de la déception qu'on ressent en tant que parent. D'accord. Alors, que dire de ces parents qui, c'est vrai, mettent entre parenthèses les questions de bastonnade et autres, mais chaque fois que vous vous croisez dans le couloir, dans la maison et autres, on vous rappelle combien vous êtes un inutile, c'est grâce à vous qu'on est à tel niveau. Écoutez, le propriétaire de la maison vient m'emmerder parce que, bon, on n'a pas payé. J'aurais pu prendre l'argent de ta scolarité pour payer le loyer. Bref, en tout cas, on vous rabâche les oreilles chaque fois, pour vous rappeler que vous n'avez rien foutu. Vous faites bien de l'évoquer, c'est une forme agressive. C'est-à-dire, il n'y a pas le chicote. Bien sûr, il n'y a pas le chicote, mais c'est une forme aussi de chicote morale. Il n'y a pas de chicote, mais on vous chante ça à longueur de vous le rabâcher chaque fois à l'oreille, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça finira pas vous amener à perdre votre estime. Et vous êtes touché d'abord, dans votre ego et bon, dans votre amour propre pour finir. Non, je pense que c'est le lieu, je l'ai dit, pour ces parents-là, et c'est l'occasion de leur passer un message. Il est vrai qu'un enfant, c'est un investissement. 9 mois, ce n'est pas du tout du gâteau. Mais après, c'est peut-être de voir aussi faire une introspection. Voir est-ce que pleinement, l'on a joué sa partition en tant que parent d'apprenant. Parce qu'il y en a, au-delà de tout ce que nous disons, les conditions, disons, scolaires peut-être de quelqu'un d'une classe moyenne, d'un niveau donné, ne sont pas forcément les conditions de cet apprenant-là qui est peut-être dans un centre reculé. Est-ce qu'au niveau du suivi, ça a été régulier? Est-ce que aussi au niveau de l'alimentation, ça a été le cas? Parce que, écoutez, l'apprenant, pendant une année scolaire, qui n'a pas... Qui a l'estomac qui gargouille presque à longueur de journée. Il ne peut pas se concentrer dans le meilleur de lui-même. Si cet apprenant, je prends relativement quelqu'un qui est en classe de terminale, par exemple, qui, étant issu d'une famille modeste, par exemple, doit aller peut-être... se battre, comme on le dit, aller trouver quelques, on va dire, aller jobber, comme on le dit vulgairement, et revenir maintenant pour, disons, trouver quelque chose à manger, continuer. Ça aussi, ça fait partie des facteurs. Alors, cela voudrait dire quoi? Tant que vous n'avez pas pleinement joué votre partition, qu'il ne vous revienne pas, en tout cas, de commencer par, disons, faire cette forme-là d'agressivité psychologique. Le juste milieu. Trouver le juste milieu et surtout être un bon manager. Vous savez, comme on le dit généralement, tout le monde peut dire les choses de façon... Bon, je ne veux pas dire comme l'autre, Léon Basile, mais tout le monde peut trouver la formule pour dire les choses avec la manière, mais c'est la façon dont vous le dites qui retient les attentions. Et je pense que ici, pourquoi même pour ces candidats à la garçon, ne pas faire asseoir par exemple son garçon qui a échoué? Écoute, qu'est-ce qui te manque? Il faut ce dialogue-là fort. Et je pense que ça manque entre les parents, Wahab. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos, dans votre introduction, il y a que pendant une journée, certains parents, bon, voilà, sont en train de courir pour le nécessaire. Mais bon, après, écoutez, c'est chacun, peut-être au moment où papa est déjà rentré, le bonhomme, il est déjà au lit, ou bon, c'est le téléphone portable qui est son meilleur ami, il communique avec d'autres personnes qui l'éduquent d'une autre façon. Donc, je pense que c'est des aspects qu'il faut pouvoir corriger pour se poser réellement en tant que moi, en tant que parent d'élève, où est-ce que j'ai failli. Yves Vinigbe qui n'est pas également, je dirais, partisan, je dirais, des chicottes, de la bastonnade et autres. Alors, que direz-vous, que direz-vous, Hugues, de ces parents qui, face à l'échec de leur enfant, c'est lui qui devient, je dirais, la fille ou le garçon à tout faire, c'est toi qui nettoies les toilettes tous les jours. Bref, en tout cas, tu as de ces corvées supplémentaires. C'est forme de punition. Ces corvées supplémentaires
bancaires et autres, ce que les autres frères devraient faire, n'est-ce pas? On leur accorde une vacance agréable, mais c'est toi qui te lèves très tôt, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui... Vous pensez que c'est également une façon d'agir sur le moral, la psychologie de l'apprenant en question? Absolument, absolument. Ce n'est pas seulement la bastonnade le problème. Les punitions comme celles que vous avez évoquées sont des comportements qui n'envoient pas un bon message. Mais on se dit que quand même, il faut quand même une situation, bien une façon d'agir pour que l'enfant sache qu'en dépit du tout, en dépit du dialogue, de la moralisation, de la sensibilisation, qu'il a échoué et que vraiment il faut qu'il prenne la mesure de la situation pour que l'année prochaine, vraiment, l'échec ne fasse plus partie de son vocabulaire. En effet, c'est important de faire comprendre à l'enfant qu'il a échoué, qu'il a travaillé, qu'il a étudié pendant 9 mois et qu'au bout, le résultat est négatif. C'est important de lui faire comprendre ça. Et c'est à travers le dialogue, comme mon confrère Aziz l'a dit, c'est à travers le dialogue. Je pense qu'il faut beaucoup plus se focaliser sur le dialogue, échanger avec son enfant et ensemble déterminer les mobiles de son échec et travailler sur ça pour qu'à l'avenir, il puisse réussir. Hugues Vinidé, merci beaucoup. Aziz Adam Souley, merci également. Je voudrais rapidement, en termes de fréquentation aussi, il faut que dans le suivi, justement, parce que généralement, qu'est-ce qu'il a remarqué, l'enfant peut-être ignorant, se fait prendre, peut-être cet ami-là qui l'a suivi, lui réussit brillamment pendant que, lui, il a échoué les 2 pieds en l'air. C'est des aspects quand même. Merci beaucoup. D'accord, prochain rendez-vous demain, vendredi. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.